Merci, un grand merci, Madame la Ministre, de nous avoir accordé un moment de votre temps précieux, en dépit de votre agenda de ministre. Alors, deux mots quand même, avant de vous prêter au jeu de questions qui est prévu. Vous le savez, notre communauté ici présente, celle des entreprises étrangères implantées en France, c'est un pilier important de l'économie. On n'est pas si nombreuses que ça, 0,8% des entreprises, mais 2,2 millions de salariés et 35% ou à peu près des exportations industrielles de la France. Ici, vous êtes en clôture des États de la France, événement que vous connaissez, qui est un peu notre grande messe annuelle sur le thème de l'attractivité. Et je rajoute, parce que c'est un peu une transition des thématiques sur lesquelles on va échanger tous les deux, qu'en amont de cet événement, nous avons organisé il y a quelques semaines, c'était le 10 septembre, un sommet à Bercy sur l'attractivité, en échange avec de nombreuses grandes administrations françaises. Et il y a deux thèmes qui sont ressortis de ces échanges, qui étaient saillants, l'importance du rapport Draghi, et deux, le besoin de donner de la lisibilité aux investisseurs en matière de transition écologique et énergétique. Donc si le temps n'était pas compté, nous aurions sur toutes ces thématiques et d'autres des dizaines de questions à vous poser. Le temps nous est compté. Et donc je vais me limiter à 3 questions, mais auparavant, je ne sais pas si vous avez un propos d'introduction, on y va direct. On y va direct parce que je trouve que c'est plus, vivant de répondre à des questions et d'être dans le tac au tac. Donc, Très bien. Je vais commencer avec le rapport Draghi que je viens d'évoquer. Ce serait intéressant pour nous d'avoir, beaucoup d'entre nous l'ont lu, soit in extenso, soit un résumé, et on l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, mais votre avis sur les conclusions de ce rapport et surtout comment et si vous envisagez de le prendre en considération dans vos objectifs? Alors, le rapport Draghi, je le relie d'ailleurs au rapport L'État, qui est aussi sur la manière dont on peut, au niveau européen, être plus efficace, et notamment par la simplification et ne pas confondre le process et le résultat. Donc je mets ça de côté, mais je pense que c'est également très important en termes de compétitivité. Compétitivité française, on sait qu'on nous reproche d'avoir trop de normes et que la simplification est un élément de compétitivité. Le rapport L'État l'éclaire aussi au niveau européen et c'est clairement un fil à tirer dans lequel nous, on se retrouve totalement. Sur le rapport Draghi, là aussi, constat partagé. Constat partagé à la fois du diagnostic, c'est-à-dire le risque ou le décrochage, suivant si on est optimiste ou pessimiste, de l'Europe par rapport à la plateforme chinoise et à la plateforme américaine, la nécessité d'investir massivement dans les technologies qui sont liées à la transition écologique, l'enjeu de la R&D et de toute la filière de la R&D jusqu'à l'industrialisation, l'importance d'avoir un marché unique qui soit plus compétitif et l'interrogation sur, ou plutôt la recommandation d'avoir un financement européen qui permet je dirais, fortement renforcer nos investissements en matière de transition écologique avec des filières qui sont clairement déterminées et des emplois derrière. Et au fond, ce que nous dit Draghi, c'est inspirons-nous de ce que font les Chinois en réalité, puisque les Chinois, aujourd'hui, ont fait de la transition écologique un élément central de leur modèle d'affaires économique. Ils vont très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Moi, j'entends beaucoup de gens qui m'expliquent mais pourquoi nous, on fait des efforts de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre là où les Chinois font pas du tout d'efforts. Détrompez-vous. Je pense que vous le savez parce que vous êtes dans des groupes internationaux. Ils vont très vite. Ils vont probablement atteindre le pic de leurs émissions dans les 2 ans qui viennent. Ils ont 5 ans d'avance sur leur déploiement des énergies renouvelables. Et j'adorerais dire que j'ai 5 ans d'avance sur le mien, mais ce n'est pas le cas. Ils ont derrière chaque action une filière industrielle. Et donc, ce que nous dit finalement Draghi,
faisons ça, c'est couplons cette transformation des différents secteurs avec un plan pour chaque filière industrielle, en partant aussi de nos forces et nos faiblesses, c'est-à-dire qu'on ne pourra probablement pas tout faire, mais en tout état de cause, si on veut réellement rester compétitif, il faut adresser les enjeux de sourcing de matières premières, il faut adresser les enjeux d'indépendance énergétique et de compétitivité énergétique, et il faut adresser les enjeux d'industrialisation et de digitalisation. Donc ça, c'est une feuille de route qui nous convient parfaitement. Qu'est-ce qu'on en fait derrière ? On a une nouvelle commission, on a un nouveau Parlement, et on est très clairement, nous, en soutien pour que ce rapport nourrisse la feuille de route de la nouvelle commission. On en a d'ailleurs des traces dans la prise de parole de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et avec un objectif qui est Clean Industrial Act, qui a vocation à aller un cran plus loin par rapport au Net Zero Industrial Act. Côté énergie et écologie, moi j'ai plusieurs sujets. Un premier sujet, c'est de tirer le fil de ce qu'on a commencé à faire avec la réforme du marché de l'électricité, Electricity Market Design, dont l'objectif est justement de minorer la volatilité et d'accélérer la transformation de notre mix énergétique et d'en faire un mix énergétique décarboné. Donc, limiter la volatilité des prix, limiter la volatilité aussi du matching production-consommation et permettre de donner de la visibilité aux acteurs économiques avec un prix à moyen terme, d'où l'enjeu des Purchase Power Agreement, d'où le fait de reconnaître le nucléaire au même titre que le renouvelable, d'où l'enjeu des mécanismes de flexibilité et de capacité, qui sont autant d'éléments. Donc quand on tire le fil, on sort de ce que nous avons connu en 2022, c'est-à-dire une crise où quand on nous tire le tapis sous les pieds d'une énergie, tout d'un coup, tout bascule. Ça, c'est le premier point. Avec, je pense, du point de vue européen, une attention qui doit être farouche à toujours s'assurer qu'on est dans un mix énergétique compétitif et à éviter, pardon d'être un peu technique, de désoptimiser ce mix en allant trop loin peut-être dans les investissements. Donc il y a vraiment une notion énergie pilotable, énergie non pilotable, et l'énergie bas carbone et compétitivité du prix de sortie de notre mix énergétique. Et donc, il y a des éléments de flexibilité, d'effacement de la consommation, de sobriété qui sont beaucoup plus puissants que juste il faut produire, il faut produire, il faut produire. Et donc ça, c'est un point qui est très important, de même que pousser l'agenda d'accélération de la chaleur et du froid renouvelable et pas être omnubilé par l'électricité qui est souvent dans les conversations très présentes. Je rappelle, fun fact, que la France a aujourd'hui le même niveau de développement des énergies renouvelables que l'Allemagne. Le même. On est même très légèrement supérieur, en fait, 22,2% par rapport à l'Allemagne, 22%. Mais comme tout le monde parle d'électricité, qui est qu'un tiers de notre mix énergétique, forcément, comme on a du nucléaire, on ne s'est pas amusé à débrancher le nucléaire pour brancher du renouvelable. Donc on a 90% d'électricité décarbonée, mais on a moins de renouvelables parce que la place du nucléaire fait qu'on a moins de renouvelables sur l'électricité. Mais au total, avec la chaleur renouvelable, on est exactement au trait de l'Allemagne. On a même un 0,2 point d'avance, mais je laisse ces 0,2 points parce que je suis fair-play. Troisième sujet, c'est dans la transition écologique, on a des sujets qui sont en train de monter très fort. La biodiversité, la question de la gestion de l'eau, la question de l'adaptation au changement climatique, qui donnent lieu à des textes qui arrivent nombreux, parfois complexes. Il peut arriver qu'il y ait des différences d'interprétation ou que des textes aillent dans des sens différents. Et je pense que là, on a un enjeu collectif de clarté du propos. Il faut qu'on évite de confondre le résultat recherché et l'ambition affichée et la description pratique des moyens pour y arriver. Moi, je préfère fixer des trajectoires qui soient très claires aux entreprises, mais leur laisser une certaine latitude dans la manière d'y arriver. Et je ne fais bien la différence entre un groupe structuré global de 80 000 salariés et une entreprise qui n'en a que 1000. Or, elles relèvent toutes les deux de la section grande entreprise. Donc, on a un vrai sujet là à porter. Je pense qu'on
aura une capacité d'écoute, de dire attention à bien proportionner nos messages et surtout à ce qu'ils soient compris et produisent ce que nous voulons et pas soit de l'inaction, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on veut faire, soit carrément du recul, parce que ça crée plus des équipes de reporting que d'équipes qui agissent sur le terrain pour obtenir les bénéfices écologiques attendus. Maintenant, je mets de l'autre côté, vous connaissez ça, mais c'est quand même bien de le rappeler, le coût de l'inaction climatique est majeur. Et il est majeur sur les entreprises. En France, on a évalué que 80% des emplois étaient liés à du capital naturel. Donc, pour le redire autrement, vous êtes dans l'industrie agroalimentaire et vous transformez des produits qui sont produits dans un certain nombre de régions du monde. Si le rendement de ces produits s'effondre, vous n'avez plus de matières premières. Vous êtes dans les matériaux de construction, règle générale, il y a quand même quelque chose de naturel au début du système. Du sable, du bois, de la pierre, enfin voilà. Donc si ça disparaît, vous n'avez plus de business. Et on peut répliquer ça sur 80% des emplois français. Et donc, se poser la question de comment on construit des résiliences en intégrant les enjeux de biodiversité et d'eau dans ces filières, ça devrait être un élément central des stratégies des entreprises. On a beaucoup parlé climat, énormément, et bien, et on a fait un bon quantique, je trouve, en termes de compréhension des sujets, de construction des business models, de définition des trajectoires dans les entreprises. On est, me semble-t-il, un peu encore dans le flou, pas complètement au point sur les enjeux de biodiversité et d'eau, même si confusément on voit bien les difficultés qu'il y a derrière. Et donc c'est collectivement qu'il va falloir définir ces trajectoires avec le fait que la biodiversité, c'est multifactoriel et donc ça dépend des business models. Et quand on veut le rationaliser dans des lois, c'est très compliqué parce qu'évidemment le vivant échappe aux standards par construction. Tout est différent, chaque année c'est différent, il suffit de regarder la réglementation en matière agricole. Il est très difficile d'imposer des textes qui soient des textes de voilà comment ça doit se passer, parce que chaque année le vivant fait une distribution de cartes différente et donc ça ne correspond pas au texte. Voilà. Donc ça c'est un point de vigilance. Dernier point, l'adaptation au changement climatique. Je pense que tout le monde a en tête ce qui s'est passé à Valence. Là aussi, des diagnostics d'adaptation au changement climatique sont essentiels pour vite périmétrer les risques et vite y répondre. Et on sait aujourd'hui que sur la base des données du passé, 1 euro investi dans la prévention, c'est 8 euros de dommages évités. On peut penser que ce 1 qui se transforme en 8 va être beaucoup plus élevé dans les années qui viennent, que ce soit 1 pour 10 ou 1 pour 15 assez facilement. Donc il y a un enjeu d'investissement dans la prévention et donc il y a un enjeu de réflexion évidemment sur tous les modèles assurantiels. Tout ça, on le fait en français, mais il faut aussi avoir un miroir au niveau européen. On se concentre sur le résultat et pas sur les différentes moyens de reporter sur la façon dont on prendrait ces sujets en main. Donc, c'est ce que moi, je souhaite porter au niveau du Conseil environnement et du Conseil énergie. Merci beaucoup. Et les thèmes que vous venez d'évoquer sont évidemment des thèmes très importants pour nous, qui occupent tous les dirigeants qui sont ici. Transition écologique, transition énergétique, on remplit une partie de l'agenda de la journée. Pour rester peut-être sur ces thèmes et concernant les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères implantées en France, une question sur les... Je sais qu'on manque un peu de visibilité, hein. Il y a des commitments qu'on ne peut pas faire pour le long terme, mais si on pense à un horizon à 12-18 mois, les leviers d'action de l'État, donc en France, pour accompagner ces transitions et aider nos entreprises à les gérer? Premier levier, la planification. En gros, dire ce qu'on va faire et dire dans quelle direction on va et quels sont matériellement les leviers qu'on privilégie.
Cette planification, ça a été la première chose que j'ai portée avec le Premier ministre. On a sorti le texte de la stratégie nationale bas carbone. Il est aujourd'hui dans sa dernière ligne droite de concertation. On a sorti le texte de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ça veut dire que derrière, c'est des opportunités business. C'est combien d'éoliens marins, combien d'éoliens terrestres, combien de nucléaire, combien de photovoltaïque, combien de flexibilité, combien d'effacement, combien d'efficacité énergétique. Derrière tout ça, il y a des entreprises qui sont des leaders européens ou mondiaux. Deuxième élément, alors en lien avec la planification, pardon, il y a évidemment aussi le plan national d'adaptation au changement climatique. Deuxième élément, c'est les financements. Les financements, vous savez, nous sommes au milieu d'une discussion budgétaire. Je veux dire ici une chose très simple, parce que j'ai été très frappée il y a 6 ans quand je suis devenue ministre au sein du gouvernement. J'étais un petit secrétaire d'État en charge de l'économie et un peu mis à toutes les sauces de ce que mon ministre plein voulait faire. Et j'ai fait des roadshows, notamment aux États-Unis, sur l'attractivité de la France, en utilisant les merveilleux PowerPoint que les équipes de Pascal Cagny produisaient. Et j'étais très frappée parce que les investisseurs me disaient « Oui, mais quand même, vous taxez à 75% les hauts revenus. » En fait, ça n'est jamais arrivé en France. Simplement, le simple fait d'avoir formulé que ceci avait été à un moment envisagé et avait fait une petite discussion, une discussion politique, mais qui n'a jamais pris la forme même d'un projet de loi, avait imprimé dans la tête des investisseurs 6 ans après. On se place en 2019, 6 ans après. Et donc, ce que je veux dire par rapport à ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée, c'est que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Non, mais c'est quand même très important. C'est-à-dire que le budget tel qu'il sera adopté, ça sera celui qui sera adopté. Ce n'est pas les 3000 amendements qui auront été vus les uns derrière les autres et qui auront créé des inquiétudes, des étonnements, légitimes, pas légitimes, peu importe. Mais à la fin, il faut regarder la copie finale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur mon périmètre, moi, je m'étais ouverte publiquement du fait qu'il fallait faire attention à ne pas injurier l'avenir et donc que l'investissement dans la transition écologique était essentiel. J'avais un certain nombre d'enjeux qui me paraissaient importants et j'ai le sentiment que le Premier ministre a entendu. Sur l'adaptation au changement climatique, le budget tel qu'il est proposé, il progresse de 30%. Il progresse de 30% et je vous rassure, il est financé, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à augmenter la dépense et la dépense et la dépense. On a fait des réallocations. Sur le fonds chaleur, qui est un élément essentiel de décarbonation des collectivités locales et de la partie chaleur renouvelable, on est dans des niveaux qui vont permettre de continuer à financer la décarbonation des industriels et des réseaux de chaleur des collectivités locales. On est à 800 millions d'euros. Sur la décarbonation des industries, on a, avec Antoine Armand et Marc Ferracci, obtenu effectivement la capacité à continuer à accompagner les industriels parce qu'on sait qu'il faut mettre le pied à l'étrier d'un certain nombre de projets. On a 50 sites les plus émetteurs qui ont des feuilles de route et on continue à accompagner. Donc cela est fait. Et sur d'autres enjeux, je pense à la rénovation thermique, on a des business models qui commencent à être autoporteurs. On voit des séquences d'économie d'énergie de l'ordre de 30% et qui finalement conduisent les investisseurs à positionner leurs prêts et leurs retours et donc à trouver un modèle. On a des petits kickers sous forme de subventions, donc on continue à accompagner. Puis n'oublions pas une chose, c'est que dans ce domaine-là, moi j'ai des leviers qui sont extra-budgétaires. J'ai 6 milliards d'euros de certificats d'économie d'énergie. J'ai des dizaines, voire centaines de millions d'euros sur la responsabilité élargie des producteurs. Je commence à avoir sur les crédits carbone, avec le label bas carbone, des millions d'euros s'empiler de projets. Et je viens de sortir les textes sur les crédits biodiversité qui me permettent là aussi, avec une méthode de niveau de haute intégrité, de financer ces enjeux de biodiversité. Puis, dernier élément, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi
de faire en sorte de bien rééquilibrer et de réorienter l'ensemble de l'investissement public vers la décarbonation et les enjeux écologiques. On a les achats publics, c'est un gros domaine. On a aujourd'hui les textes qui permettent de réallouer mieux et de tenir compte des enjeux écologiques et de décarbonation dans l'achat public. On a également les collectivités locales dont on voit que naturellement, elles sont en train de réorienter leur propre investissement sur ces enjeux-là. Je veux dire, par rapport à il y a 10 ans où l'enjeu était plutôt de faire des lotissements, de logements ou la salle polyvalente pour le sport ou je sais pas quoi, là on a des collectivités locales qui arrivent avec des projets qui sont très tournés autour de mobilité douce, de rénovation thermique des bâtiments, d'accompagnement de leur population dans la décarbonation, de soutien à leur site industriel Donc on a basculé. Donc par rapport aux fameux 60 milliards d'euros qu'il faut réunir chaque année en plus à horizon 2030 pour tenir notre trajectoire, moi j'observe une chose, c'est qu'une partie est en train de basculer chez les privés qui augmentent leur investissement, mais également chez les publics et avec l'appui de l'argent public. Et bien entendu, ce n'était pas 60 millions d'euros d'argent dans le budget de l'État, c'était 60 milliards, 60 milliards d'euros, tout compris, public, privé, collectivités locales et État. Et il est raisonnable de penser qu'on peut y arriver. Mais tout l'enjeu, c'est d'avoir ces trajectoires, d'où l'importance de la planification. Merci beaucoup. Ma dernière question, c'est une demande de conseil. Donc on est ici des dirigeants des filiales françaises de nos grands groupes internationaux et on a des collègues qui dirigent la filiale allemande, la filiale britannique ou des filiales dans d'autres régions du monde. Et ces collègues sont également des concurrents. Ils se battent pour leur part d'allocation des investissements que le siège peut allouer. Et donc, une partie de notre rôle, c'est d'être ambassadeur de la France pour nos filiales françaises auprès des sièges. 3 arguments idées d'arguments que vous nous donneriez pour avoir cet appel à nos sièges, pour les convaincre d'investir en France. Alors, premier argument, on a des économies qui sont en train de se régionaliser et on adresse des marchés qui sont des marchés, l'Europe pour l'Europe, les États-Unis pour les États-Unis, la Chine pour la Chine. Ouais. Et ça va probablement augmenter parce que tout le monde a bien compris que les clauses miroirs, ce n'était pas inintéressant. Et tout le monde, et en particulier l'Europe, on a un petit peu assez d'être le village du bonheur qui accueille tous les produits de la Terre. Donc, les produits qui rentrent en Europe, soit sont alignés sur nos normes environnementales, soit d'une manière ou d'une autre, doivent monter en qualité pour rentrer dans le marché ou payer quelque chose. Ça peut être le CBAM, ça peut être d'autres éléments, mais je pense que cette notion-là de dire attention, demain, il n'est pas du tout évident que ton site chinois puisse importer en Europe aussi facilement que par le passé, parce que les normes environnementales vont monter par rapport aux produits mis en marché, me paraît un argument. Et après, la compète, elle se joue entre Européens. Et je pense qu'entre Européens, on a des arguments. On a des arguments sur, ça aussi c'est international, paradoxalement on a des arguments sur l'énergie. Regardez les ruptures d'approvisionnement et la sécurité d'approvisionnement dans les autres géographies. Il n'y a pas un pays qui a le niveau de sécurité d'approvisionnement que nous avons maintenant. Il n'y en a pas un par rapport au blackout, par rapport... moi, j'ai des collègues, je viens du monde de l'entreprise, donc qui me disent, on a quand même de temps en temps des appels en Chine, dans telle ou telle géographie, qui nous disent, bah là, en fait, entre telle heure et telle heure, vous n'allez pas produire, parce qu'on a un petit souci d'approvisionnement. Ça n'existe pas en France. On ne vous appelle pas en disant, de telle heure à telle heure, on ne va pas produire. On s'est tous fait peur en 2022 sur la sécurité d'approvisionnement. On est passé très large. Très large. Donc, même dans les circonstances les plus affreuses en termes de sécurité d'approvisionnement, avec un système électrique qui ne produisait pas autant qu'il pouvait, avec un système gazier qui était pris en otage par la Russie, on est passé très large. Donc ça, c'est aussi un argument de sécurité et de coûts cachés des autres géographies. Troisième sujet, sur l'énergie, moi je suis confiante, en tout cas sur l'électricité, sur notre capacité à abaisser ça. Alors,
Je ne vous dis pas par rapport à des pays comme le Moyen-Orient qui vont vous faire des sorties sites de 20 € du mégawattheure. Mais ces sorties sites, il n'y a pas le réseau derrière. Il n'y a pas le réseau derrière. Parce que un coût de l'énergie, c'est un coût de production. Donc ça, effectivement, on a des coûts de production qui sont moins favorables, notamment sur les énergies renouvelables, que des pays qui ont des déserts dans lesquels ils peuvent mettre des panneaux photovoltaïques, ça c'est certain. Mais après, une fois que l'énergie est produite, il va falloir la transporter, il va falloir l'amener, il va falloir la profiler. Et là, on commence à perdre et à accumuler les coûts. Donc attention aussi à cet élément-là. Et regardons comment nous allons structurer un marché français avec des signaux de long terme et de la profondeur de marché sur 2027, 28, 29. On commence à avoir des cotations qui montrent que la crainte d'avoir une envolée des prix de l'électricité est infondée. Et avec des niveaux de cotation qui sont intéressants. Alors, ça dépend où vous vous situez sur la chaîne alimentaire et les électro-intensifs. On a des discussions, mais moi, encore une fois, le message, c'est en train d'atterrir. C'est en train d'atterrir. Et c'est décarboné. Qui peut dire qu'il a 90% d'électricité décarbonée? À part la Suède et bientôt la Finlande, personne. Et la Suède n'est pas capable d'absorber plus d'électricité aujourd'hui. Alors que nous, on exporte notre électricité dans des quantités inédites. Nous avons battu notre record d'exportation de toute l'histoire d'EDF le 13 novembre dernier. Donc ça c'est aussi un élément de sécurité et de compétitivité. Et puis, je ne vais pas revenir sur les arguments réels de la main-d'œuvre, le fait qu'on a des infrastructures de très grande qualité qui continuent d'être de très grande qualité. On a, pour accueillir des cadres en France, un niveau de prise en charge en santé, etc. C'est quand on se compare qu'on s'aperçoit que il faut se consoler. On est très critique sur notre propre système, mais toute personne qui a vécu 2 ans aux États-Unis et qui a connu le système de santé américain a peut-être une opinion un peu moins critique du système français. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui sont faites et qui sont avantageuses. Et attirer les cadres et attirer les talents, c'est quand même aussi un enjeu. Et nous avons un pool de talents en France de très grande qualité. Donc je mettrai peut-être ces 3 éléments-là en avant. J'entends aussi tout ce qui peut être dit sur la politique. Mais moi, je veux dire que quand je regarde à l'international, et je fais beaucoup de négociations internationales, je pense qu'on est un État de droit, que c'est à peu près acquis sur facture, qu'on a un État qui a clairement enclenché la transition écologique et que c'est quelque chose qui est, lorsqu'on regarde ce qui est voté sur les bancs de l'Assemblée nationale, un acquis partout, même s'il y a un petit peu de tentation de simplifier certaines choses, pourquoi pas. Mais en tout cas, la notion de la transition, elle est bien intégrée, qu'on est dans un marché qui n'a pas d'équivalent, celui de l'Union européenne, où votre sécurité juridique est assurée, où votre propriété intellectuelle est préservée, où votre innovation et vos développements sont sécurisés. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, ça a beaucoup de valeur. Et nous sommes des démocraties. Un grand merci, Madame la Ministre. Voilà des conseils qui, sans nul doute, nous seront précieux. Est-ce que vous voulez finir avec une réflexion, une demande à notre communauté ou un dernier message? Oui, moi, vous savez que je suis toujours très preneuse de feedback. Donc, je compte un peu sur vous. Sur votre intervention, vous venez de la voir. Alors, oui, j'ai suffisamment de maturité politique pour savoir que la fonction entraîne parfois le réflexe pavlovien. Mais non, plus sérieusement, c'est plutôt de feedback sur précisément vous, les inquiétudes que vous pouvez avoir et surtout les arguments qui vous sont opposés lorsque vous êtes en comité d'investissement et que vous jouez
les États-Unis contre la France ou que vous jouez l'Espagne contre la France. Je donne ces exemples-là parce que c'est hyper précieux en fait pour qu'on fasse qu'on démêle toute la partie de malentendu et parfois malignité des autres géographies pour raconter des choses sur la France qui ne sont pas tout à fait avérées. Et deux, effectivement, pour balayer devant notre porte, parce qu'il y a un certain nombre de choses où on n'est pas au bon niveau de compétitivité et il vaut mieux avoir un feedback qui soit clair, net et précis que de se mettre les mains devant les yeux. Donc moi, je suis très preneuse de ça, que ce soit d'ailleurs sur les textes et également en européen par rapport aux autres pays. Moi, je suis assez interrogative de ce que va donner l'arrivée du nouveau président américain aux affaires. J'ai tendance à penser deux choses. La première chose, c'est que suivant la manière dont il joue la posture climatique, il peut mettre en situation la Chine de devenir un champion du climat. Et là, l'Europe doit rien lâcher et se positionner en autre champion du climat avec un certain nombre de valeurs. Mais ça peut être un recul pour les États-Unis que d'avoir cette posture. Et la deuxième chose que j'ai appris aux États-Unis, c'est que business is king, et donc je ne crois pas une minute qu'on va démonter un certain nombre de soutiens aux entreprises parce que il faut. Donc ça va être assez intéressant de voir réellement comment les filières et comment l'Inflation Reduction Act sera ajusté, sera très certainement ajusté. Est-ce que ça ouvre des opportunités business? Il faudra le regarder de très près. Mais il ne faut pas croire que ça sera du jour au lendemain, il n'y a plus rien pour les énergies renouvelables, etc. Donc ça sera vraiment intéressant de regarder le sens. Et inversement, sur la partie fossile, moi, je n'avais pas vu que les États-Unis s'étaient arrêtés de forer les semaines précédentes. C'est quand même le leader mondial des énergies fossiles aujourd'hui. Et j'avais plutôt l'impression que c'était les coûts de production qui drivaient leur intention de forage. Donc, ce qui sera intéressant de voir, c'est s'il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la redistribution entre l'interne et l'extérieur, importation, exportation, et quel impact ça peut avoir sur l'Europe. Risque, opportunité, mais je pense que ce jeu d'hypothèses est très important pour la suite et qu'il faut être très agile, nous, pour à chaque fois voir, face aux risques, quelles sont les opportunités qu'on ouvre collectivement. Et vous voyez, je parle beaucoup en européen, parce que je crois profondément que maintenant, la partie, elle doit jouer en européen, vraiment. Merci beaucoup.